je salue votre parcours. Vous avez parlé de votre parcours académique, mais comme l'a dit monsieur précédemment, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui me marque, c'est votre engagement et la dignité dans laquelle vous en parlez et comment vous êtes touché de près par ce problème-là, parce que effectivement, on entend beaucoup parler d'esclavage, mais on a l'impression que c'est à des années-lumière, comme si ça n'existait pas, alors qu'au fait, c'est sous nos yeux, tous les jours, que ce soit la situation de certaines familles haratines qui vivent dans des terrains à Nouakchott, il y en a tellement, on ne les compte plus, les conducteurs de charrettes, etc., les baraques où ils sont, et tout ça, et comment ils sont complètement désœuvrés socialement, ils ne bénéficient pas d'éducation, etc. Et vous avez parlé de tout cela. Alors, j'aimerais, on parle beaucoup de Haratin, mais qu'on revienne sur l'étymologie de ce terme-là par la suite, quand vous reprendrez la parole. Donc, d'où ça vient et ça fait référence à quoi? Et surtout, quand on parle à un Haratin, comment est-ce qu'il se définit? Est-ce qu'il y a une homogénéité au fait? Ou est-ce qu'il y a une fraction au sein même des Haratines et qui pose problème pour lutter? Ok. Oui, vous avez parlé aussi de l'islam, de la religion et de la législation islamique et de la responsabilité des chefs religieux, tribaux et féodaux. Comment les confronter, et étant donné que ce sont également des leaders d'opinion, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir auprès des gens qu'ils peuvent influencer dans la faveur de cette lutte-là? Également, les textes qui sont utilisés, effectivement, il faut les confronter par rapport à la législation actuelle. Et comment le faire, en fait, de manière pédagogique pour que, étant donné que c'est un sujet sensible à prendre avec des pincettes, on ne peut pas dire, voilà, on va abolir l'esclavage alors que la charia dit autre chose, etc. En fait, comment, de manière légale, on peut emmener les gens qui sont derrière cette charia à utiliser leurs propres armes pour aller dans le sens de cette lutte-là toujours. Très bien, je crois que j'ai abordé... ah oui, le dernier point, désolée de toutes ces questions-là, c'est les victimes de l'esclavage. Est-ce qu'ils se considèrent tous comme des victimes ou est-ce qu'ils vivent dans une réalité où c'est normal pour eux, au fait? Donc j'aimerais que vous reveniez sur ces points-là, si c'est pas trop. Merci. Le problème logistique, tout ce qui est des voitures et tout, voilà, et ça c'est pas que le problème de l'association ou quelque chose comme ça, mais c'est un problème général. Moi je me dis que ce genre d'association, c'est la première fois que je viens sur ce genre de réunion. Ce que je voulais relever, c'était que c'est bien beau de faire des manifestations de ce genre, de parler à tout le monde et tout. Mais moi j'aurais voulu qu'une descente sur le terrain, rapprocher des chefs religieux, des chefs ethniques et tout. La deuxième fois, le second aussi, c'est il n'y a pas que les Haratines qui sont des esclaves. Il y a des Wolofs, il y a des Alpulaars aussi. On appelle Djam ou Machudo ou quelque chose comme ça. C'est fréquent. À Rosso, il y a un village qui s'appelle Karak, je pense. Ce village, je sais pas, je suis pas topographe, mais comment le village est dessiné, il y a... Je sais pas comment le village est dessiné, mais la route qui traverse le nom, il y a à droite les nobles, à gauche, il y a les esclaves. Chacun possède leur mosquée différemment. Ils ne se fréquentent pas. Ceux qui sont à gauche, ce sont les esclaves, c'est ce qu'ils se disent. Mais après, ils étaient premiers et tout, ils sont sortis du village, ils sont allés faire des études et tout. Maintenant, c'est eux qui possèdent les richesses du village. Ils sont plus riches que les nobles. Et ça fait... Il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Voilà. Et lui, il a dit les administrations étaient tenues par les Maures ou les morts. Moi, je dis que
c'est pas forcément, ils ne sont pas détenus par les mots. Il y a des Wolofs et des Pulaars aussi. Et je me dis aussi, c'est une question que je me pose, le président de l'IRA, si il était, je me demande s'il était manipulé aussi, ou instrumentalisé, c'est ce que je me dis. Parce que là, il vient de dire, il a dit, ils ont acheté des victimes, l'État a acheté des victimes. Et si c'est l'IRA qui a acheté des victimes pour faire valoir ce qu'il est en train de faire, ceux qui sont en train de combattre. Merci. Vous avez dégagé certaines questions, mais pour moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Parce que ce soit vous, que ce soit les autres associations Haratin, vous oubliez ce qui se passe dans l'administration, que ce soit chez les militaires, chez les policiers et les autres. Donc pourquoi pas en parler à chaque fois, quoi. Merci. Mais je voudrais pour répondre sur des débats qui ont précédé ce débat, mais toujours dans le cadre de question de l'esclavage. Je suis un militant, comme tout le monde ici d'ailleurs, je crois qu'il y a énormément de personnes qui s'investissent sur cette question de l'esclavage. Peut-être certaines le font à leur manière, de façon beaucoup plus anonyme, d'autres le font depuis plusieurs années. Moi, je suis un peu gêné dans la façon dont certaines traitent la question. Pour ceux qui suivent un peu le réseau social le plus connu actuellement, Facebook, il y a ce débat. Il est très passionnant et intéressant. Moi, je m'y inscris des fois. Mais il y a des choses que je voudrais un peu soulever ici pour soumettre ça à vos réflexions. Il y a savoir qui est féodal. C'est quoi la féodalité? Est-ce que moi qui me définis comme poule que j'ai hérité de mes deux parents, est-ce que fera de moi, ipso facto comme un féodal, donc me rendant disqualifié de traiter la question de l'esclavage? Je pense qu'il y a un bruit qui ne sert pas la cause. Nous devons mettre ce que nous appelons le problème d'ego, ou certains qui se considèrent comme des intellectuels, qui ne prennent pas la précaution même d'avancer les choses sans aucune preuve. Je pense que c'est très dommage. Que la question de l'esclavage, c'est une question éminemment importante, qui est en tout cas inscrite, qui a un chapitre très important dans le combat que mène la formation politique à laquelle je m'appartiens, ça veut dire les forces de libération africaines de Mauritanie, les Flammes. Moi, j'ai l'impression, il y a certains écrits, j'ai oublié même le titre du texte, qui disaient que si les Flammes étaient les féodaux, parce qu'il n'y a que les Halpula ou les taureaux de l'écoute qui le dirigent. J'aimerais quand on indexe des choses pareilles, qu'on dit qu'on tel prétendant de Machudo ou de caste inférieur, dans un congrès, l'instance suprême des Flammes, ou dans une assemblée générale d'une section des Flammes, il lui a été refusé d'être candidat, ou on n'a pas obtenu, il n'a même pas pu déposer sa candidature, puisqu'il est Machudo ou il est Haratin ou quoi que ce soit. Ça serait beaucoup plus intéressant et utile, intellectuellement tenant, si on donne des exemples concrets. Mais c'est vrai, quand on parle, que ce soit les Flammes dans beaucoup de formations politiques, on va y retrouver ce que nous appelons les rimes, parce que c'est eux qui ont peut-être une conscience plus ou moins constituée et organisée, structurée pour dire non, parce qu'au moins ils se sentent quelque part libres pour pouvoir revendiquer certains droits. Donc, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question pour ne pas créer de l'amalgame. Si je m'inspire de ces textes ou de ces théories, de ces doctrines qui sont en train de se développer, désormais, quiconque de Halpula, dit Poule ou Dimo de façon très générale n'a pas le droit de traiter la question de l'esclavage. Ce qui est archi faux. Il y a énormément de hommes dignes qui sont dans cette descendance. Moi, je ne suis absolument rien, je ne me sens pas responsable de ce que je suis, ce sont mes parents qui en sont responsables. Je peux être descendant d'une famille féodale sans pour autant l'être. C'est-à-dire qu'on doit juger la personne sur son pragmatisme, sur le terrain de l'expérience. Est-ce que dans ses rapports avec ses semblables du terrain, que ce soit à l'université, au collège, à l'école primaire ou dans les mouvements politiques ou dans les manifestations, on voit en lui un comportement suspect qui fait qu'il est esclavagiste. Moi, je suis fier de ce que je suis, mais je n'ai jamais été esclavagiste. J'ai des amis, j'ai des cousins Haratin, j'ai des cousins Diolfouri, j'ai des cousins Soninké. Mais il y a quelques générations par derrière, on n'en retrouve pas. Donc j'aimerais bien que cette question aussi, excusez-moi,
parce que pour moi, ça fait partie aussi du traitement des questions de l'esclavage. Juste pour terminer, il y a certains qui disent que tout le monde est disqualifié, il n'y a que telle personne qui est qualifiée à le défendre. Vous n'avez pas à parler, nous laissez la question à Biram. À tout honneur, rendant Seigneur, Biram, c'est un homme extrêmement courageux, qui a apporté, je l'ai dit il y a quelques semaines à Massy, une touche extrêmement importante dans le combat que nous menons tous ensemble. Mais à lui seul, il n'y arrivera jamais. Il y a 20 ans, des gens qui étaient là, tout le monde les applaudissait. Mais ceci nous mènera. Le combat, il est extrêmement difficile et complexe. Une seule personne ne peut pas l'amener. Une seule personne ne peut pas le mener jusqu'au bout. Tout le monde doit s'inscrire à cette logique-là. Il faut le soutenir. Mais ne disons pas, puisque maintenant c'est drame, on applaudit, tout le monde, fermez vos gueules, vous n'avez rien fait. Le combat aussi ne date pas d'aujourd'hui. C'est simplement ce que je voulais dire. J'aimerais bien que mon ami Hanou, à qui j'apprécie beaucoup, j'ai énormément de divergences avec lui, il le sait pertinemment, mais je salue le militant. Je salue le militant publiquement, mais il y a certaines démarches, je ne suis pas d'accord avec lui, Don aussi n'est pas d'accord avec moi. Mais le militant, je le salue, mais pour autant, je lui pose aussi certaines questions pour qu'il nous apporte, parce qu'aussi il est inscrit aussi dans ce débat par rapport à la question de féodalité. Et je vous remercie. J'aimerais juste intervenir au niveau des propositions que vous avez faites. Vous avez parlé de faire des quotas pour les Haratis. Mais pour moi, vu le système qui s'exerce en Mauritanie, il n'y a que les mots qui sont dans l'administration. Et si vous voulez qu'il y ait un quota pour les Haratis, vous ne trouvez pas ça comme être une exclusion pour les autres communautés. Merci. Base affranchie. Liberté. Sauf que la liberté, elle est entre guillemets. Aujourd'hui, on ne peut pas faire différence entre un harati et un abd. Abd, c'est l'esclave. Mais le harati, ça veut dire que c'est l'esclave affranchi. Voilà. Et le mot harati peut être défini péjorativement comme descendant d'esclaves. Et ça a été voulu comme ça, dès le début. Malgré qu'aujourd'hui, qu'on essaie d'arabiser les haradim pour gonfler, pour d'autres raisons qu'on sait, politiques, mais ça a été toujours dans la logique de dire à ces gens-là, quoi qu'il arrive, que vous soyez libre ou pas, vous avez été soumis à une certaine domination. Et c'est pour cela que vous serez toujours différents. Voilà la raison d'ailleurs qui nous pousse, nous, à dire qu'on est fiers de ce qu'on est, c'est-à-dire Harati. On n'est pas négro-africain, comme le disent en fait. On est négro-africain à la base, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas encore faire la différence entre négro-africain, en citant quelques communautés. Négro-africain veut dire tout simplement un noir résidant ou habitant en Afrique, voilà, ou descendant d'Afrique. Donc on est négro-africain fier de l'être, mais on est différent des autres communautés. C'est-à-dire qu'on a notre propre histoire, notre passé, et qui est là. Et on a notre culture, qui est différente de celle à la fois des Arabes, des Halfoulas, des Soninké, des Wolofs, des Bambara, etc., etc. Voilà. Par la force des souffrances qu'on a vécues, on a pu se forger nous-mêmes notre identité. Est-ce qu'elle est ressentie comme telle par tous les Haratis? Est-ce qu'elle est ressentie comme telle par tous les Haratis, l'identité dont vous parlez? L'identité dont je parle, ressentie par tous les Haratis, non, je ne peux pas le dire. Non, parce qu'il y a encore des manipulations, des réticences. Parce que même certains esclaves ne comprennent pas que nous, on vient les libérer déjà. Vous voyez, le complexe, il est là. Et du moment que la personne elle est incapable de réfléchir à sa liberté, je pense qu'elle ne sera pas en mesure de définir son identité. Elle n'a qu'une identité, sa condition de vie, elle va en mettre qui est pratiquement un Dieu pour eux. Donc pour l'instant, pour ces gens-là, ils sont encore à quelques années de notre niveau. Mais c'est petit à petit que ça va venir. Il fut un temps quand on dit en Harati, quand on s'adresse en Harati, on dit Harati, il s'énerve ou il se fâche ou il se complique la vie. Aujourd'hui, il y en a plein qui vous disent que je suis Harati fier d'être. Donc c'est comme ça que se forge une identité. On est obligé, nous,
quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, de forger notre identité sur ce qu'on est, ce qu'on a vécu. Il faudra en tirer toutes les conséquences et puis en faire un joyau qui sera là, qui sera capable de réunir tout le monde. Et ce qui est encore peut-être très bénéfique que les Haratis s'identifient à eux-mêmes, c'est que nous serons capables d'avoir un œil neutre, à la fois par rapport à nos frères noirs qui étaient là, qu'on peut tout accuser un jour, ou tout pardonner un jour, et à la fois de la part du bourreau arabo-berbères qui sont là, et qui nous ont toujours traités d'une façon, comment dirais-je, humiliante, qui nous ont déshumanisés depuis des siècles, et cette neutralité, elle nous permettra aussi de dire à chaque partie, écoutez, taisez-vous, vous n'avez rien à dire, on peut vous reprocher ce qu'on veut. Donc, vaut mieux qu'on travaille ensemble, qu'on travaille pour le progrès et qu'on avance ensemble. Et puis, du côté aussi des arabo-berbères, quand ils commencent à indexer les autres, on peut dire, qu'est-ce que vous allez nous raconter, vous nous avez déshumanisé, ça fait des siècles, qu'est-ce que vous avez à rapprocher ces gens-là? Donc, vaut mieux de laisser tout ça, de se mettre autour de la table, ou de se mettre à travailler tous ensemble, sans aucune distinction, pardon, les mots à venir, et puis travaillons le pays, travaillons pour que chaque humain ait sa valeur, ait sa... On en décide qu'est-ce qu'il faut. Les liens sont très très normaux, il n'y a aucun souci. Sauf que s'il y a autant d'ONG, c'est que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde de voir des choses, comment procéder. Il y a des procédures à faire. Comme par exemple sur l'arabité des Haratis, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec nous sur la non-arabité des Haratis. Voilà, il y a des petits détails qui font que chacun essaye de faire ça de son côté comme il peut, mais l'objectif reste le même. Attention, la vision est la même. Alors, vous avez dit, descendants d'esclaves, de diriger une prière. Un maître peut à tout moment entretenir des rapports sexuels avec son esclave. Aujourd'hui, dire que ces propos sont faux, le problème c'est que ça revient à dire à ce monsieur-là que ta religion elle est fausse pour lui. Et tout d'un coup, il s'excite, il se met tout de suite à prendre tout ce qu'il peut et à vous les balancer sur la tête. Pour les côtés religieux, il y a un travail extraordinaire qui est en train de se faire. Il y a des imams, en ce moment, haratim, qui se composent, qui sont en train de dire, écoutez, on ne peut pas continuer à enseigner ces horreurs. Moi, je suis haratim, je suis prêt à vous bûcher le Coran, à faire ce que vous voulez, mais ces choses-là, je ne les appliquerai pas. C'est aussi simple que ça. Sauf que maintenant, il y a l'État mauritanien, c'est un État islamique, et le problème qui se pose, c'est qu'il y a même de hautes autorités qui ont appris ces livres. Et eux, pour eux, il faut pratiquer ça. Et voilà tous les complexes pour combattre cette question. Religieusement, c'est pour cela que Piram, en grosso modo, Piram a touché le nœud du problème. Hein? Lorsqu'il a incinéré les livres, je crois qu'on n'était pas nombreux. Je peux citer Batijan qui est là, je peux citer Nafikan et d'autres, et les MAP, Suleiman, qui ont fait un communiqué extraordinaire, qui ont compris très vite l'intérêt qu'il fallait faire ces livres. Moi, je vais vous dire quand même une chose. Lorsque Piram a incinéré les livres, j'ai pris mon téléphone. J'étais le premier à le savoir qu'il l'a fait. J'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, Piram, tu sais quoi? Tu auras la chance si on ne te tue pas. Si on te met en prison, dis-toi, sens-toi heureux. Wallah. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, mais ce que tu viens de faire, il ne fallait pas le faire. Voilà. Tu l'as fait, maintenant on va assumer, mais il ne fallait pas le faire. Je n'ai même pas raccroché. Les quartiers étaient déjà quadrillés par les gendarmes. Et ça, il peut en témoigner. Je lui dis, si tu iras en prison, on t'a sauvé ta vie. Voilà, et la question de l'esclavage, l'aborder religieusement, c'est extrêmement compliqué. Mais quand même, ça commence à avancer. On voit même durant la caravane en ce moment, en fait, qui vient de finir, on a vu quand même des religieux, des érudits arabes morts,
qu'ils étaient à ses côtés, à chaque fois qu'ils commençaient à prêcher quand même qu'il faut abandonner ces livres. Ça n'a rien à voir avec le vrai Coran, ça n'a rien à voir avec la vraie charia, et que c'est des mensonges. Il faut... Même les auteurs du livre l'ont dit, ils ont dit que ces propos sont contestables. Donc ça veut dire on ne comprend pas pourquoi les autorités mauritaniennes refusent qu'on conteste les propos dont l'auteur lui-même a dit qu'on peut le contester. Voilà. Juste une précision pour que les gens comprennent. En droit musulman, pour la charia, tu as trois sources. Tu as le Coran, tu as les hadiths et tu as le fiqh, c'est-à-dire la doctrine. Donc ces livres font partie des doctrines. C'est des doctrines des Mauritaniens. Alors, désormais, je passe à la liste. Donc, Oumar. Mon aîné Oumar, il a parlé franc. Il parle des rapports, des forces, des confrontations. C'est vrai, moi, dès le début, je pense que beaucoup de gens connaissent un petit peu ma position. On me trouve même très agressif. Pour moi, on ne peut pas obtenir quelque chose en caressant dans le sens du poil l'État mauritanien. Parce que ceux qui dirigent l'État, ce sont des gens extrêmement privilégiés dans tous les domaines. Quand ils partent boire leur lait de chamel ou là où ils partent, ils sont toujours servis par une horde d'esclaves. On ne paye pas, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Quand je pars au Badia, je suis servi autant que je veux. Quand je viens à Nouakchott, pareil. Là où je vais, même des diplomates. Vous voyez, c'est des gens, on ne peut pas arracher facilement auprès de ces gens-là, sans réellement qu'il y ait même, pour moi, un rapport de force, peut-être des fois, qui peut dégénérer dans la violence, que je ne le souhaite pas. Mais il faut taper dur. Il ne faut pas se contenter de dire oui, ben, peut-être qu'il va changer. Il ne changera jamais. Il changera jamais. Les changements s'imposent. Il faut lui imposer les changements. Quand il comprendra qu'il a plus à perdre qu'à gagner, c'est en ce moment qu'ils vont lâcher. Voilà. Sid Ahmed, ce que tu dis est intéressant. Sauf que nous, on ne peut pas mettre la vie des gens en danger. On est là pour protéger, sauver des vies. On ne peut pas dire aux soldats Harati, attaquez. Ou venez avec nous et on va renverser le pouvoir, ou on va faire ceci. Ce n'est pas une question de pouvoir, où on va essayer de se révéler. Le problème d'un soldat, il reçoit des ordres, il les exécute. Je pense que tu as une expérience, bonne expérience, puisque toi-même tu es issu de ce milieu. C'est vrai, il faut sensibiliser les soldats Harati. Mais, soyons honnêtes, il est plus facile d'accéder à un policier ou un gendarme qu'un soldat. Un soldat, on l'apprend à obéir des ordres, tirer, c'est tirer. Faut pas tirer, faut pas tirer. On ne peut pas prendre tous ces gros risques. D'autant plus, on a eu quand même, je ne sais pas si tu te souviens, des colonels comme Babi, comme d'autres, qui ont eu des soucis parce que tout simplement on les a indexés de doigts en disant que tel soldat est soit esclave ou HME, pour lui créer des soucis. On sait bien l'importance capitale de toucher des soldats, mais pour l'instant, il faut aller tout doucement avec les systèmes. C'est un système extrêmement violent qui ne recule devant rien, qui est prêt à tuer pour sauver sa peau. Donc pour du côté militaire, pour l'instant, on ne s'y met pas. Voilà, je ne vous cache rien du tout. On ne veut pas s'y mêler dans les problèmes de l'armée, quand on sait que ça va se régler tout seul, parce que je pense que certains soldats même commencent à se poser la question, comment se fait-il que dans toutes les communautés, elles ont des généraux, les autres communautés ont eu des généraux, à part nous les Arabes. On peut les toucher d'une façon extrêmement intelligente sans leur dire prenez les armes, attaquez. Le suite n'a pas compris ma question, parce que moi je ne voudrais pas parler du problème de soldats, moi je voudrais parler de ce qui se passe au sein des corps constitués, quoi. L'injustice. Voilà, moi je voudrais parler de ça, je ne voudrais pas parler de, comment on appelle ça, d'ensoulèvement ou des trucs comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Donc pour ce qui est de l'injustice, je crois que tout soldat ou arabe ou Maturo ou Djam, je ne sais pas, tout celui qui vient nous soumettre le problème, on les prend en charge.
Babil, c'est quelque chose. Parce que si tu te souviens de ça, il y a, quand tu es venu me voir avec Bilan, je vous avais donné le mail que j'ai reçu, comme quoi il y a un agent de police qui a insulté un officier de la police qui l'a traité de abd. Et voilà, mais regardez-moi. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rien fait. Si vraiment un officier de la police, qu'un agent s'adresse à lui ouvertement, publiquement, et le traite d'un abd qui ne sert à rien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est révoltant, je suis d'accord, c'est très très révoltant. Merci, c'est Ahmed, on a bien compris. Sauf que maintenant, c'est l'État qui devait prendre en charge ces questions. Le problème, c'est que l'État n'a jamais pris en charge. Et puis, la personne, si elle ne se plaint pas, c'est difficile de supporter une personne qui ne se pas plaint. Moi, j'essaie une chose. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je sais là où tu veux aller. On a bien discuté de cela. Sauf que il faudra qu'on aille tout doucement. Parce que le danger peut apparaître à tout moment. Voilà. On en discutera en privé. Pour les quotas, la personne n'a pas dit son nom. Donc, vous trouvez que... Je disais que si vous nous opposez... Pour le système de quotas. Pour les haratis, alors que la majeure partie de l'État... Oui, pour les quotas, il faut savoir qu'on demande des quotas, c'est pour rattraper un petit peu le retard de cette communauté-là qui a été exclue depuis avant la création de la Mauritanie. Il faut se rappeler quand même d'une chose. Moi, je suis négro-africain, haratim, tout ce que vous voulez. Mais les premiers cadres mauritaniens, ce n'est pas des Arabes, ce n'est pas des Noirs, c'est des Noirs. On est d'accord? Quand on parle des quotas, on ne peut pas dire qu'on parle de quotas, on prend Dico comme je ne sais pas quoi, et il n'a pas les compétences, ça ne tient pas debout. Quand on parle de quotas, c'est qu'il faudra encourager l'école, il faudra enseigner, et le peu de cadres haratim qui existent, il faudra peut-être essayer de les placer quelque part pour que ces gens-là puissent aider d'autres. Les quotas, ça ne veut pas dire... on prend 10% de la population, c'est obligé que ça soit toujours ça. C'est juste un coup de pouce. Comme l'a fait les Américains, comme l'a fait les Anglais, comme intégrer une certaine frange qui est exclue depuis des années. Positif, le mot discrimination, ça peut faire ça. Mais bon, c'est... les quotas, quoi qu'il arrive, qu'on donne des quotas ou pas, moi je pense que quand on ouvre l'école au Haratim, puisqu'on sait qu'ils sont quand même entre 45 et 50% de la population, les quotas seront atteints rapidement. Oui, mais les Haratim sont mieux lotis que les populations noires. Ah bon? Vous pensez? Les populations noires, Oui, les populations noires vivent. Au niveau de l'administration, ils sont quand même mieux représentés. Ah, je le pense. Déjà, il faut trouver des compétences. C'est rare. Il faut faire le décompte. Des comptes, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut trouver déjà les compétences haratis. Elles sont tellement rares que ça m'étonnerait qu'ils soient mieux lotis. J'espère, hein. J'espère que les haratis sont mieux lotis, mais je n'y crois pas. Mais bon. En ce qui concerne les négro-africains, je crois que... S'il vous plaît, au fond là. Oui, parce que ça gêne là. Vous gênez les gens, s'il vous plaît, là. Les gens qui parlent derrière, ça gêne parce qu'on a un public qui est. Merci. Donc, en ce qui concerne les négro-africains, moi j'ai toujours pensé que les combats contre le racisme et l'esclavage sont indissociables. Quoi qu'il arrive, on n'a rien sans rien. Je crois qu'on va arrêter à un moment donné de se victimiser. Il faudra prendre carrément son destin en main et affronter le système. Dire tout simplement que oui, on est discriminé tous les jours les chanter ou tous les jours les danser, ça ne changera rien. Je ne vous le cache pas. Qu'on soit Haradi, Nalplar ou je ne sais pas quoi, c'est pareil.
Moi, je sais, quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de quota pour les Haratis. Quoi qu'il arrive, je le propose parce que tout simplement, on est d'accord là-dessus qu'il faut un coup de pouce pour ces gens-là. Mais ces gens-là, quand il suffit de les ouvrir les écoles, quand on les ouvre les écoles, c'est bon, ils vont y arriver. Ils n'ont pas besoin d'un gouvernement ou de qui que ce soit. Et ils vont arracher leurs droits. C'est pour cela que les gouvernements, les différents chefs d'État ont tous compris ça. Ils ont tout fait pour que ces gens-là restent dans l'ignorance. Voilà. La logistique, personne n'a pas dit son nom aussi. Konaté. Donc vous parlez de descente sur le terrain. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Mais posez-vous la question aussi, est-ce que si on est tous sur le terrain, quand on nous arrête tous et qu'on nous coffre quelque part, il y aura quelqu'un qui va parler de nous. C'est bien. L'arrestation massive, c'est chose, hein. Ça a été déjà le cas depuis le début. Je crois qu'il faudra quand même qu'on arrête à tout le temps de dire que oui, parce que tu es en Europe, parce que tu manges bien le poulet, et voilà quoi, tu peux dire ce que tu veux. Non. Je crois que c'est extrêmement important que nous soyons éparpillés partout dans le monde et que nous ayons le seul but d'aider ceux qui sont sur le terrain. La diaspora mauritanienne, son rôle, c'est quoi? C'est ambassadeur de ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Et je crois que ce n'est pas pour rien. Si tout le monde devait rester uniquement à l'intérieur, aujourd'hui, le combat ne sera pas ce qu'on peut dire. On peut toujours dire que ceux qui sont à l'intérieur sont beaucoup plus utiles que ceux qui sont à l'extérieur. Mais je vous assure que les deux ne peuvent pas se passer. L'un ne peut pas se passer dans l'autre. Si on fait correctement ce qu'on a à faire. Il ne suffit pas d'être en Mauritanie pour commencer à se battre. On peut se battre même sur son lit, juste en ayant une idée, une pensée pour ceux qui sont là-bas, qui souffrent. On a des exemples en Afrique, le Bénin, on a le Sri Lanka. Voilà. Mais ça, c'est une façon de diviser, il faut faire attention à ça. C'est une façon de diviser les gens pour les affaiblir. Donc les combats, ils doivent se passer partout. Il ne faut pas prendre la question comme si on ne vous a pas compris, on vous a bien compris, mais seulement qu'il est bien que vous, Konaté, vous êtes là. Ce n'est pas parce que vous êtes là, vous n'êtes pas sur le terrain, que vous baissez les bras, vous n'en parlez plus, vous ne faites plus aucun effort. Vous êtes très utile, Konaté. Il suffit d'adhérer dans des associations, des structures, et puis d'aider ceux qui sont là-bas. Rien qu'en prenant votre banderole, vous arrêtez devant TF1, non à l'esclavage, déjà ça, hein? C'est une forme d'aide. Vous comprenez un petit peu là où je veux aller? C'est pas vous critiquer, je suis désolé, mais c'est que on est utile partout là où on est. C'est ce que je veux vous expliquer en grosso modo. Moi, ce que je disais, c'était par rapport au manque de logistique. Vous avez soulevé ce manque de logistique, manque de financement et tout. Vous avez dit que vous avez même des problèmes avec vos voitures de se déplacer. Ce que je disais, c'était voilà, de descendre sur le terrain, pas directement vous, mais ceux qui sont là-bas. Par exemple, au lieu d'aller directement au fin fond de la Mauritanie, par exemple, je me dis que ce qui se passe en Mauritanie ou dans qui est 100% musulman, toutes les décisions se prennent souvent à la mosquée ou chez les chefs religieux. Autant ne pas faire des manifestations où il y aura la police contre la population, d'aller voir chez les chefs religieux, les sensibiliser, puisque c'est eux qui détiennent par exemple 80% ou même 100% des décisions socioculturelles, de les approcher et de les sensibiliser. C'est ce que je voulais vous expliquer. Mais pas vous qui êtes là, vous faites bien votre travail, puisque sans cela, nous ne serons jamais là réunis. C'est ça que vous... Ok, donc merci d'avoir clarifié. Toujours revient encore cette question, en fait, c'est le problème des religieux. C'est très difficile de changer une doctrine, comme a dit moi. C'est très très compliqué. Ça semble pour certains très facile, très simple. Il suffit de venir balancer quelques mots, mais non. Monsieur a appris que c'est ça, c'est la loi de Dieu. On ne peut pas le changer. Donc pour le changer, il faut d'autres religieux beaucoup plus éclairés que nous, que lui, que tout le monde, qui vont lui forcer à changer. En ce moment, on voit bien que c'est pas...
le problème est abordé religieusement, que ceux qui sont contre l'esclavage sont carrément des gens à exécuter, des gens qui ont relié la foi, des gens de l'apostasie. Hein? Pourquoi Biram a été mis en prison? Posez-vous juste la question. Parce qu'il a brûlé ses livres religieux. Enfin, supposé être religieux. Alors que ces livres n'ont rien à voir avec la religion. C'est difficile d'approcher un imam, de lui faire comprendre quelque chose que lui, il a appris, et qu'on lui dit que c'est la parole de Dieu. C'est pratiquement extrêmement compliqué. Excusez-moi, je crois qu'il a parlé un peu de la féodalité aussi. Ouais, c'est l'histoire des... Non, c'est pas ça, c'est le monsieur en question. Ouais, sur les villages. Ouais, j'ai parlé du village. J'ai même parlé aussi de l'Ira aussi et de Bira. Voilà, c'est ce que... Bon, juste rappeler quand même que notre demi-journée est bien cadrée. Donc, on a un conférencier. Vaut mieux s'adresser au conférencier par rapport à ce qu'il a eu à témoigner comme parcours et forme de préconisation. Donc je vais essayer d'aller vite parce que le temps est contre nous. Et je reviens à Soumamed, qui épouse mon collègue Soumamed, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on appelle féodal? Qui est le féodal? Le féodal, pour moi, c'est cet homme ou cette femme qui se croit au-dessus des autres, c'est-à-dire de celui qu'il considère comme étant inférieur à lui. En féodal, c'est celui qui croit hériter une noblesse par rapport à ceux qu'il montre de doigt comme étant ses esclaves. La féodalité, on la sait, on la vit, on la sent, que ce soit dans le Fouta, que ce soit dans les Guidimara, que ce soit partout ailleurs. Je vais quand même aller un peu plus loin, parce que je vais vous dire que la féodalité a été même entretenue par les différents chefs d'État mauritaniens. Depuis la création de la Mauritanie, on sait très bien, il n'y a que des gens supposés être nobles qui représentaient les autres communautés, la communauté noire, c'est-à-dire les Halplar, les Soninké, les Wolof, je ne sais pas trop, mais il n'y a que ces personnes qu'on considérait comme étant nobles, qu'on recrutait, qu'on mettait dans le gouvernement, qu'on nommait comme ministre, etc. Et la féodalité, elle se manifeste aussi par une forme de racisme, par une forme de mépris, par une forme de mépris et surtout de l'égoïsme. Parce que quand on regarde une personne qui se considère comme féodale, non seulement elle sait que ses postes, la personne n'est pas compétente, mais elle essaye aussi d'empêcher celui qui est compétent, parce que tout simplement en disant que cette personne-là ne doit pas le diriger. Voilà le problème qui se pose. Le féodal est un système extrêmement enraciné dans nos communautés. Quand on regarde dans tous nos villages, aujourd'hui, celui qui est descendant d'esclaves ne peut pas diriger une mosquée, c'est quand même grave. Même au niveau de la religion. Au niveau de la religion, on est en train de discriminer au nom de la religion, alors que ça n'a rien à voir avec la religion. L'islam nous dit quoi? Dès qu'on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on est devenu musulman, on est tous égaux. On ne doit pas se regarder comme étant différents. Alors que dans nos villages, aujourd'hui, moi, Diko, je peux bûcher le Coran 1 million de fois, je ne serai jamais un imam. C'est ça qu'on appelle l'esprit féodal. Moi, Diko, aujourd'hui, je suis descendant de Mathieu, je ne serai jamais le chef du village. C'est ça l'esprit féodal. L'esprit féodal, c'est extrêmement compliqué à expliquer, mais en réalité, pour moi, j'ai l'habitude de les traiter comme des ingrats, des ignorants, en réalité. C'est des ignorants qui ignorent, parce que nous, notre situation actuellement par rapport à l'exclusion et le racisme d'État qu'on subit, la grosse majorité, la grosse responsabilité se repose sur les épaules de ces féodaux
qui ont toujours coopéré, qui ont collaboré avec les mots pour tout simplement leur bien. Parce que tout simplement, quand ils parlent, ils sont écoutés. Depuis au temps de Taya, on a vu quand même Timera Boubou, qui est de chez moi de Célibabi, qu'on a dit non, il ne sera pas ministre parce que tout simplement, il est comé, Mathulo. Comé Nyani, Antronokane. C'est-à-dire en soninké, c'est un esclave, il ne peut pas être le représentant de notre société. Et c'est les Halpulars, on sait qu'il y en a eu beaucoup de cas aussi. Beaucoup de Halpulars qui dénoncent d'autres parce que tout simplement, ils les considèrent comme si c'était des inférieurs. Voilà pourquoi nous, on a dit que tout ce qui est injuste doit être combattu. Et c'est pour ça qu'on a dit, quand on dénonce, c'est le mot, l'esclavage, c'est le mot, c'est très bien. Mais aussi, il faudra penser entre nous-mêmes, ce qui se passe entre nous-mêmes. Parce qu'entre nous, si le statut n'est pas déjà harmonieux, je pense qu'il serait très difficile qu'on marche sur les mêmes pas. Il y a des gens qui se croient légitimes uniquement à commander les autres. Et ça ne peut pas nous avancer. Pour ce qui est du flamme, moi je pense que vous êtes flammiste, vous avez un très grand rôle, vous connaissez aussi ma sympathie pour ce mouvement, et vous savez que je n'ai jamais critiqué ouvertement les flammes, mais certains militants flammistes, je dis bien certains militants flammistes, ont un comportement qui est loin d'être rassembleur. Ce n'est pas le mouvement. Le mouvement, il est excellent. Quand on va dans ses textes, dans sa composition, c'est excellent. Seulement que vous, en tant que flammiste, vous refusez de voir la réalité. C'est qu'il y a un militant qui a merdé quelque part ou qui a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Il fallait le remettre à sa petite place, pas le soutenir. Le problème, c'est que vous avez toujours tendance à soutenir des militants qui ont commis des conneries. Et c'est là où ça déborde. Et c'est là où les flammes est acquisée. Et c'est là où rien ne va plus. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire, cher ami.